8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité ce dimanche. Hier à Rabat, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma, a présidé au siège de la fondation la cérémonie de fin d'année scolaire 2024-2025. Une cérémonie qui couronne une année d'efforts pour les jeunes élèves sourds et malentendants. Alors que les températures grimpent, ils ont choisi de s'évader sous les cèdres. À Ifrane, les randonneurs et adeptes du plein air s'offrent une parenthèse verte, loin des grosses chaleurs. Reportage dans les hauteurs du Moyen Atlas où l'afflux des visiteurs est notable en ce début d'été. Jusqu'à le 7e art depuis Casablanca qui déroule son tapis rouge aux stars du cinéma arabe. Temps fort de l'ouverture de la 6e édition du Festival du film arabe, un vibrant hommage rendu à l'acteur égyptien Ahmed Hilmi et l'artiste marocain Younes Migri. Bonsoir, activité princière en ouverture de ce journal. Hier à Rabat, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma, a présidé au siège de la fondation la cérémonie de fin d'année scolaire 2024-2025. Une cérémonie qui couronne une année d'apprentissage et de chemin de vie transformé. Son Altesse royale a présidé à cette même occasion la cérémonie de signature de 3 conventions de partenariat visant à renforcer l'inclusion numérique, l'insertion professionnelle et la coopération scientifique. Khadija Jamali, Abdelali Iyad, Othman Tazi, Mehdi Chtaibi avec Youssef Mzani, Youssef Cherki et Iman Abou. Une cérémonie qui traduit la volonté permanente de Sa Majesté le roi Mohammed VI d'assurer l'égalité des chances pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, ainsi que l'engagement fort de son Altesse royale la princesse Lalla Asma en faveur de l'amélioration des conditions de vie des enfants sourds et malentendants au Maroc. Avant de rejoindre le lieu de la cérémonie, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a visité le cabinet de psychologie installé au siège de la fondation et qui propose un accompagnement psychosocial des enfants et une formation de leur famille dans le cadre d'une approche globale au service de l'autonomie et de l'épanouissement des enfants. Comme tout autre enfant, les enfants malentendants peuvent présenter des troubles psychologiques comme le spectre de l'autisme, les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou encore la dépression, les crises d'anxiété ou d'angoisse. Nous les accompagnons avec une prise en charge adaptée pour aider à leur inclusion. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a également visité des ateliers animés par de jeunes élèves qui ont démontré leur ingéniosité, leur sens artistique et leur capacité d'innovation, à travers notamment un robot primé à un concours national, des œuvres d'art miniatures d'une grande finesse et des peintures chargées d'émotions. Nous avons travaillé dur pour fabriquer ce robot sous forme de loup. Nous avons participé à un concours national et nous avons obtenu le 3e prix. Et ce, grâce aux efforts de la fondation Lalla Asma qui ne ménage aucun effort pour appuyer notre ouverture à l'univers de la robotique. Lors de cette cérémonie, le président délégué de la fondation Lalla Asma, Karim Sqali, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que cette cérémonie célèbre bien plus que la fin d'un cycle scolaire. Elle incarne l'aboutissement de tant d'efforts, de résilience, de progrès personnel et collectif. Par la suite, son Altesse royale a présidé la cérémonie de signature de 3 conventions de partenariat visant à renforcer l'inclusion numérique, l'insertion professionnelle et la coopération scientifique. Ce partenariat a pour objectif de former des jeunes malentendants à des cursus qui renforcent leur inclusion dans la transformation numérique et la cybernétique. C'est aussi une façon de consacrer l'égalité des chances.
L'objectif est de soutenir les initiatives déjà existantes et prêter main forte à ces élèves et leur faciliter les cursus d'apprentissage dans les cycles de licence, master et doctorat. À cette occasion, Son Altesse Royale a assisté à des présentations artistiques, notamment une chanson en hommage aux enfants, interprétée par la chanteuse internationale Farah Dibani, et des spectacles réalisés par les élèves de la Fondation, encadrés par les professeurs et les professionnels marocains de l'art dramatique. Ces spectacles ont retracé le parcours de vie de ces enfants, du silence à la parole, et exprimé leurs rêves pour l'avenir. Je suis née. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, a ensuite procédé à la remise des diplômes et des prix aux premiers docteurs et aux majeurs de promotion de la Fondation, gradués de la faculté des sciences de Rabat. L'année 2025 marque une étape importante pour la Fondation. Grâce à la vision et à la volonté de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, la Fondation s'engage à ouvrir d'ici un an de nouveaux centres où les enfants bénéficieront de toutes les structures de dépistage, de prise en charge et de formation. La Fondation s'impose aujourd'hui comme une référence nationale et continentale dans l'accompagnement des enfants sourds et malentendants. Place à notre décryptage dominical de l'actualité, toujours en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, actualité diplomatique s'impose avec ce basculement majeur au sujet de notre intégrité territoriale. Le parti sud-africain MK, troisième force politique du pays, a rendu public au cours de cette semaine un document où il reconnaît officiellement le plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Que dit cette position émanant du parti de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma? C'est un acte politique et diplomatique important. Pourquoi? C'est lié à la personnalité de Jacob Zuma, qui est maintenant dans l'opposition depuis 1 an et demi, mais qui a été président de la République sud-africaine pendant 9 ans, de 2009 à 2018. C'est extrêmement important. Donc voilà son statut. Deuxième élément, il a été un des dirigeants de l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela. Donc voilà un statut particulier. Troisième point, il est encore actif sur la scène politique et parlementaire avec un parti, le MK que vous avez cité, qui aux élections de 2024 a remporté pas moins de 59 sièges dans une assemblée qui en compte 400. Et donc tous ces éléments cumulatifs font que c'est une voix qui compte, c'est une voix qui porte. Dans le document qui a été publié sur leur site officiel, c'est un document intéressant qu'il faut lire et relire, c'est un document de 17 pages. Il se prononce évidemment pour la marocanité des provinces sahariennes et également le souci de normaliser les rapports entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Ce qui est significatif, c'est l'argumentaire qui conduit. C'est pas un communiqué de 10 lignes qui est fait sur la reconnaissance de la marocanité professionnelle. C'est un document qui a été pensé et réfléchi. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose qu'il y ait donc une normalisation et un partenariat nouveau entre les deux pays importants, puissance régionale, il en parle, le Maroc au nord et l'Afrique du Sud, avec des possibilités de coopération dans un certain nombre de secteurs, énergie, alimentaire, tout ça, etc. Donc voilà quelque chose d'important qui est une rupture par rapport aux positions traditionnelles de la diplomatie sud-africaine. En plus, j'ajoute qu'il met en relief un certain nombre de points. Évidemment, la nécessité d'une alliance. Il parle d'une alliance entre les deux pays. Et il insiste également sur le fait qu'il faut mettre fin au séparatisme. Il n'y a pas de place pour le séparatisme dans le continent. Et qu'il faut se préoccuper de paramètres géopolitiques dans le cadre de la reconfiguration qui se fait au niveau du continent et ailleurs. Et toujours dans ce même contexte de rééquilibrage des alliances, cette fois-ci, c'est sur le terrain parlementaire que le Maroc renforce ses liens de coopération avec de nombreuses capitales européennes, dont Paris, avec à la clé la visite cette semaine du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat, conduite par son président Christian Cambon, avec à l'agenda des audiences à l'hémicycle, mais également des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Quel compte rendu dressez-vous de cette visite ?
Il faut d'abord situer cette visite du président du groupe d'amitié Maroc-France, Christian Combo, dans le cadre d'un agenda plus global. L'agenda, c'est la nature et la qualité des relations maintenant entre Paris et Rabat. C'est extrêmement important. Depuis la prise de position du président Macron, vous savez, dans un message adressé à Sa Majesté le Roi à l'occasion de la fête du trône, la visite d'État du président Macron à la fin août dernier, donc avec une déclaration politique extrêmement importante sur la nécessité, évidemment, de la marocanité partenariat, mais la mise en perspective de ces nouvelles relations dans l'avenir. Et il avait réaffirmé à cette occasion que la position de la France dans le présent et dans l'avenir allait prendre en compte, évidemment, cette nouvelle position de Paris. Alors, ça, c'est au niveau des États. Alors, maintenant, il y a une déclinaison qui se fait depuis la fin août jusqu'à maintenant, donc avec un certain nombre d'étapes, lesquelles il y a eu la visite vous le savez, du président de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, à la fin décembre dernier, c'est important. Il faut y ajouter la visite du président de la deuxième chambre du Parlement français, en l'occurrence au Sénat, Gérard Larcher, qui était là fin février. Et puis maintenant, nous avons donc le groupe parlementaire d'amitié entre les deux pays, qui est présidé par Christian Combo. C'est intéressant parce que la balle est maintenant du côté de la diplomatie parlementaire, et c'est extrêmement important. Il faut donc, avec des actes, des déclarations, il faut espérer qu'il y ait une duplication, si je puis dire, de cette diplomatie parlementaire en direction d'autres pays. D'autres pays, je pense à l'Espagne, je pense aux pays nordiques, je pense aux pays d'Amérique latine, etc. Il faut, en quelque sorte, réactiver la machine parlementaire chez nous pour réactiver ces groupes d'amitié qui existent et qui maintenant doivent se conformer aux positions officielles de leurs États respectifs. Et sur le plan national, le Maroc s'attelle à la reconstitution de son cheptel national, lourdement affecté par des épisodes de sécheresse successive et de crise climatique. Cette grande opération a été au cœur d'une réunion présidée avant-hier par le ministre de l'Intérieur en exécution des hautes directives royales. Quelle importance revêt ce suivi pour garantir une filière de l'élevage viable? Question, pourquoi parle-t-on de reconstitution? Les statistiques sont intéressantes. En 2016, voici 9 ans, le cheptel total des animaux, tous les animaux, ovins, caprins, bovins, etc., était de 20 millions de têtes. Il est aujourd'hui autour de 12,4 millions, c'est-à-dire une chute forte de 38%. Donc voilà en tendance la nécessité donc de reconstituer. C'est lié également aux années de sécheresse, les 5 ou 6 ans de sécheresse qu'on a connus qui ont conduit à cette situation. J'ajoute aussi le fait qu'il y a eu une priorisation donnée probablement à la politique d'irrigation au détriment des surfaces d'élevage exploitables. Ça a beaucoup joué aussi. Et puis on note aussi pour l'année 2024 une chute des viandes rouges aujourd'hui à hauteur de 130 000, c'est-à-dire une chute de 130 000 donc têtes d'animaux. Par rapport aux années précédentes, et c'est lié aussi donc à un certain nombre de facteurs cumulatifs, la sécheresse, mais aussi les avancées que j'ai relevées et les dégâts, si je puis dire, de la politique d'irrigation. Donc il faut reprioriser l'élevage comme élément de la sécurité alimentaire. Ça a été l'objet de la réunion des ministres de l'Intérieur, donc M. Leftit avec d'autres responsables intéressés, réunion importante. Alors on a eu évidemment ces derniers mois une stabilisation temporaire de ce qui est du cheptel du fait des importations, mais il y a une politique enfin qui est mobilisée. Elle porte sur les années 2025 et 2026 avec un budget prévu de 6,2 milliards de dirhams, une dotation importante. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit évidemment de conforter la souveraineté alimentaire, bien sûr, également de soutenir les éleveurs et de mettre en place en particulier un système d'identification. Système d'identification, c'est important, qui permette de savoir où est le cheptel, quelles sont les races, l'âge, tout ça, etc. Recensement du cheptel. Le recensement, tout à fait, c'est important. Et c'est très difficile dans le monde rural. Dans le monde rural, parce que c'est un monde particulier, très difficile, donc l'identification
de ce cheptel. J'ajoute aussi que la Commission s'est préoccupée du respect de l'éligibilité des éleveurs aux aides et aux soutiens donnés par le gouvernement. Et le ministre de l'Intérieur a insisté sur ce point, demandé la mobilisation de tous pour assurer le bon succès de cette opération. C'est une correction d'une politique, mais c'est également une nouvelle politique en faveur de la promotion du cheptel national, et je crois que c'est un axe important de la politique publique. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour ces éclairages. Merci à vous. Ils s'appellent Omar El-Hariri et Hiba Benani et ont obtenu ex aequo la meilleure moyenne nationale au bac, un impressionnant 19,61. Les deux bacheliers s'illustrent par un parcours scolaire exemplaire. Leur réussite marquera certainement le début d'un nouveau chapitre académique d'excellence. Notre caméra est partie à la rencontre de Omar El-Hariri qui a eu droit à un hommage de la part de l'Académie régionale de l'éducation de Casastat. C'est un reportage de Fatiha Omrar, Ashur Ben Saoud et Zakaria Moukimbillah. C'est un grand jour pour Omar El-Hariri. Cet élève fraîchement bachelier en sciences mathématiques option français a obtenu la première moyenne au niveau national, 19,61. Aujourd'hui, il est reçu à l'Académie régionale d'éducation et de formation de Casablanca-Stade pour une cérémonie en son honneur. Cet exploit a été possible grâce au soutien de mes parents, qui m'ont suivi tout au long de mes années d'études. C'est ce qui m'a permis d'obtenir cette moyenne. Je suis aussi reconnaissant à mon établissement scolaire. Je souhaite continuer mes études en médecine ou en ingénierie. Aujourd'hui, Omar El-Hariri entrevoit l'avenir avec sérénité. Après le travail et la persévérance, place au réconfort. Une période de repos au cours de laquelle Omar compte se concentrer pour continuer ses études supérieures. Sa performance scolaire est saluée au niveau de la REF de Casablanca-Stade. Nous sommes fiers d'avoir enregistré la plus haute moyenne nationale au niveau de la région Casablanca-Stade par l'élève Omar El-Hariri, issu d'El Jadida en sciences mathématiques option français. C'est une reconnaissance à l'effort et à la distinction, un exemple qui peut être inspirant pour d'autres élèves. Cette cérémonie a aussi connu la remise de cadeaux symboliques en célébration de cet exploit scolaire. Une première moyenne au niveau national que cet élève partage ex aequo avec l'élève Hiba Benani de l'Académie régionale d'éducation et de formation de Rabat Saleh Kenitra. Un parcours qui force l'admiration. Restons dans le monde scientifique et académique et cap sur Saïdia qui abrite les travaux de la 8e conférence internationale sur les sciences des matériaux et de l'environnement. Chercheurs universitaires et éminents experts venus des 4 coins du monde prennent part à cette conférence où il est question d'innovation, d'énergie verte et de technologie du futur. Autant d'enjeux stratégiques qui nourrissent les débats lors de ce rendez-vous scientifique de haut niveau organisé par l'université Mohamed Ier d'Oujda. Écoutons l'un des participants de Belgique. Il est au micro de Rachid Latsabi. Une conférence de très haut niveau avec des spécialistes, comme vous l'avez vu, du Japon, du Canada, bien sûr de l'Europe, qui sont venus en nombre pour aider les jeunes et former la jeunesse marocaine, qui ici est très active dans la région de l'Oriental, que ce soit Oujda, Saïdia et toutes les villes qui sont autour Nador. Vraiment, il y a de très bonne qualité. Alors le thème de cette année, c'est l'hydrogène vert, donc c'est évidemment tout ce qui concerne l'énergie, les batteries, mais pas seulement, également les nouveaux matériaux, puisqu'on voit maintenant des nouvelles applications. Ce que nous développons au laboratoire sont des détecteurs pour justement tout ce qui concerne l'aviation, les chocs. On a vu récemment un accident en Inde qui a fait énormément de victimes, mais également des détecteurs pour la qualité et la fraîcheur de la viande. Des détecteurs qui peuvent vous dire, voilà, cette viande est consommable ou pas. C'est ce que nous faisons au laboratoire. Mais ça coûte. Et après un week-end sous le signe de la douceur, le thermomètre s'apprête à grimper dès demain. Une vague de chaleur s'installera dans les 2/3 du territoire. Les températures dépasseront les 42 degrés à Taounat, Aoussert, Ouazzane, Larache, Ouaddahab, Boujdour, Assazak, Smara, Tata, Zagora, Kenitra, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Qlat, Sragna, Marrakech, Rhamna. Également du côté de Khmissat, Bni Mellal, Fqib Salah, Moulay Yacoub.
Ailleurs, le mercure affichera des valeurs comprises entre 38 et 42 degrés à Gulmim, Taroudan, Ben Slimane, Barchid, Khoribga. Des conditions identiques attendues à Stat, Chichawa, Salé, Khairat, Temara, Sidi Ben Nour, Youssoufia, Meknes, Rachidia, Khnifra, Fas, Gersif et Taza. Et en ces temps de forte chaleur, l'Agence nationale des eaux et forêts lance un appel à la vigilance. L'ANEF repère le risque extrême niveau rouge dans les provinces d'Azilal, Bnimlal, Chefchaouen, Kenitra, Khmissat, Larache, Tanger, Assela, Taounat et Taza. Et un risque élevé dans les provinces d'Agadir et d'Aoutanan, Al-Housseima, Barkan, Fahsanjra, Ifran, Khnifram, Diq, Fnidiq, Nador, Ouazan, Oujda, Angad, Skhira, Temara, Taourirt, Taroudan et Tétouan. Riverains des forêts, citoyens et civils et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieu forestier sont donc appelés à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêt. Si la chaleur domine les 2/3 du royaume, le ciel sera partagé ce soir. Averses orageuses localement fortes, comprises entre 15 et 25 mm, s'inviteront jusqu'à 22 heures dans les provinces de Taza, Khoribga, Driouch, Zrada, Taourirt, Khmissat, Al-Housseima et Gersif. Chutes de grêle et rafales de vent seront également de la partie dans ces provinces. Dans cette période de grosse chaleur, difficile de résister à l'appel de la montagne. Dans l'ombre de ses cèdres et la fraîcheur de ses végétations, Ifran ne cesse de séduire. Son parc national attire notamment massivement les visiteurs en ces débuts d'été. Nous retrouvons la caméra d'Ahmed El-Fadeli avec Hanan Chemrah et Sofia Fegrout. Dans le parc national d'Ifren, les week-ends ressemblent à une grande récréation verte. Deux équipes s'affrontent. Il y a d'abord ces amateurs de l'escapade tranquille, les amoureuses éternelles du pique-nique classique, qui se savourent souvent en famille ou autour d'une partie de cartes. J'aime beaucoup cette région pour sa biodiversité. Nous avons passé du bon temps ici. Et puis il y a les aventuriers du dimanche, pour qui la forêt est un terrain de jeu, ceux qui aiment s'élancer d'arbre en arbre suspendu à un fil. La tyrolienne et l'acrobranche attirent un public hétéroclite. C'est magnifique, il y a des oiseaux, des arbres. Et ce que j'aime le plus, c'est la tyrolienne, parce que ça part très vite. Et j'adore l'acrobranche et c'est dans la forêt. J'ai pu découvrir des paysages magnifiques, j'ai pratiqué beaucoup d'activités. Et j'ai trouvé que c'était très bien, c'est sécurisé, c'est propre, c'est un plein milieu de la nature et j'ai bien aimé. Mais la forêt d'Ifren ne se vit pas qu'en hauteur. Au sol, d'autres promeneurs prennent le temps. Foulant les sentiers, la randonnée est toujours indétrônable. Mais quand les mollets tirent un peu et que le soleil commence à filer entre les branches, un rituel s'impose. Un thé à la menthe, accompagné de quelques locaux. On revient au Maroc régulièrement et c'est toujours un plaisir faire une randonnée dans la forêt des Cèdres et dans la région. C'est un endroit vraiment, vraiment magnifique et on profite chaque année. On a vraiment beaucoup apprécié et mes amis aussi, d'ailleurs, qui viennent de régions diverses. Enfin, nous, on est en de France, de la région des Alpes. Ils viennent du Var. Et puis, ils étaient vraiment très ravis de faire cette randonnée ce matin avec nous de 3 heures. Et nous avons découvert ensemble cette belle région. Ce parc est vraiment superbe, avec toutes les variétés que nous avons pu découvrir. C'est vraiment une très belle découverte. Et c'est avec plaisir que nous reviendrons, bien sûr. La forêt d'Ifren ne choisit pas entre vitesse et lenteur. Elle célèbre les deux. Il y en a pour tous les rythmes. C'est sans doute pour cela que ces files de voitures et de visiteurs continueront de s'allonger. Du 7e art également au menu de ce journal. Et c'est à Casablanca que nous ferons escale. La Ville Blanche est à l'heure de son festival du film arabe. La cérémonie d'ouverture de la 6e édition a été marquée par un hommage rendu à 2 figures du cinéma arabe, l'acteur égyptien Ahmed Helmi et l'artiste marocain Younes Megri. Retour sur les temps forts de la cérémonie Achour Ben Saoud, Hassan Zaki et Zakaria Moukinbillah.
Casablanca déroule le tapis rouge aux cinéastes d'ici et d'ailleurs. Pour la 6e édition du Festival du film arabe, une sélection d'acteurs, de cinéastes et de professionnels du 7e art présentent leur dernière production. À l'affiche, 31 films issus de 13 pays arabes, 12 longs métrages de fiction et documentaires, ainsi que 19 courts métrages en lice pour plusieurs prix du festival. Nous voulons faire de chaque édition un événement artistique et culturel d'envergure. Cela représente toute une année de préparation depuis la fin de l'édition précédente. Nous essayons d'avoir une programmation de grande qualité, à la hauteur des productions cinématographiques dans le monde arabe. Le film arabe n'est plus limité au niveau local. À titre d'exemple, le Maroc était représenté l'année dernière à Cannes. La Tunisie et l'Égypte le sont cette année. Un vibrant hommage est rendu à de grandes figures du cinéma arabe, l'acteur égyptien Ahmed Hilmi et l'artiste marocain Younes Migri. Ahmed Hilmi est considéré comme l'un des visages emblématiques du 7e art, grâce à ses performances remarquées au théâtre, à la télévision et au cinéma. Younes Migri est un des embryons du paysage cinématographique marocain de ces dernières années. C'est un honneur pour moi de recevoir cet hommage. Cette distinction me fait plaisir et chaud au cœur. Ce festival nous donne la chance de voir des films qu'on n'avait pas l'opportunité de voir auparavant. Je suis très honoré d'être invité à ce festival. Le Maroc est un grand pays de cinéma, grâce à des productions de qualité portées par des talents reconnus au niveau international. Je suis donc ravi d'être présent ici. D'édition en édition, le Festival du film arabe de Casablanca entend devenir un lieu privilégié de réflexion sur les enjeux du cinéma arabe. Cette année, le festival propose aussi plusieurs activités parallèles, notamment des ateliers d'écriture de scénarios, de réalisation cinématographique, en plus de conférences et de masterclass sur le cinéma. Du grand écran au podium de la mode, il n'y a qu'une passerelle à traverser et nous conduit ce dimanche à la Cité du Détroit qui vient de clôturer en apothéose sa Fashion Week. Un rendez-vous où les créateurs de mode ont rivalisé d'audace et de créativité grâce à une variété de styles et une manière très singulière d'aborder la grande élégance au féminin. Évocation d'un rendez-vous annuel qui devrait faire de Tanger la toute nouvelle capitale de la mode. Saïd Najah, Anissa Boumhadi et Dominique Orlando. C'est avec des créations toujours très audacieuses de la Britannique Vivienne Westwood qu'a véritablement débuté cette deuxième Fashion Week de Tanger, et les très nombreux jeunes créateurs qui s'y sont succédés à tour de rôle avaient surtout l'envie de se surpasser face à une référence aussi prestigieuse. Comment justement parvenir à tirer son épingle du jeu dans ce vaste microcosme de la création vestimentaire où le but principal est de savoir se distinguer dans le sens quasi exclusif du terme, imprimer sa propre griffe et faire en sorte qu'elle se révèle à l'autre au premier coup d'œil, le propre des plus grands créateurs au monde qui ont su vivre de leur passion sur le très long terme. Émergera-t-il un jour de cette constellation de jeunes créateurs présents cette année à Tanger le futur John Galliano ou Thierry Mugler? C'est en tout cas toute la raison d'être de cette manifestation tangéroise que de leur servir de tremplin plus que jamais prédestiné à leur envol. C'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.